Voilà pour ce roman de l'euro, un roman inachevé. Alors vous vous posez sans doute la question, et aujourd'hui et maintenant? Eh bien on va en débattre très librement autour de Daniel Cohen, avec nos invités qui représentent d'une certaine manière tout l'arc-en-ciel des opinions sur la monnaie unique. Bonsoir Guillaume Clossat. Vous êtes ce qu'on pourrait appeler un fan à euro convaincu, président fondateur d'Europa Nova. Bonsoir Mathilde Lemoine, vous êtes une europhile, pas militante, mais un soutien de la monnaie unique. Vous êtes économiste, professeur à Sciences Po et vous avez publié de nombreuses études sur l'euro. Face à vous, un eurosceptique, un eurocritique même si vous pensez qu'il ne faut pas forcément abandonner la monnaie unique. Bonsoir Benjamin Correa, vous êtes professeur d'économie à Paris 13, coprésident des économistes atterrés. Vous avez coordonné l'ouvrage Changer l'Europe. Et puis, un anti-euro du premier jour, j'allais dire, férocement anti-euro. Philippe Villain, vous êtes inspecteur des finances, aujourd'hui banquier d'affaires et vous conseillez de nombreux patrons français. L'euro est-il sauvé? Est-il à l'origine de nos déboires? Faut-il le renforcer ou faut-il en sortir? Ce seront les thèmes de ce débat. Je précise que cette soirée, nous l'organisons avec notre partenaire, le Nouvel Observateur, qui consacre cette semaine un long dossier au procès de la monnaie unique. D'abord, écoutez deux hommes, si vous le voulez bien. L'un des deux sera le prochain patron de l'Europe, entre guillemets, au soir des élections. Martin Schulz pour les partis socialistes ou sociodémocrates, Jean-Claude Juncker pour les partis conservateurs. Comment voit-il l'euro après la crise? Gilles Bornstein, Jean-Marc Nouknouk et Guillaume Michel leur ont posé les mêmes questions. Écoutez les réponses. Ce n'est ni un cadeau ni un fardeau. Ni un cadeau ni un fardeau. La monnaie unique protège les Européens. La monnaie unique reste stable. C'était un grand succès politique qui nous a protégés dans des crises mondiales. Le fait que vous n'ayez plus à changer de monnaie lorsque vous franchissez les frontières est un grand avantage. Avant l'euro, lorsque vous partiez en Finlande du Nord jusqu'en Sicile, vous aviez perdu, vu le change auquel vous étiez soumis, la moitié de la somme que vous avez en poche. La France, par exemple, a connu, comme l'Italie, des moments de l'inflation considérable. L'euro nous a rendu quand même une certaine stabilité de notre capacité de consommation qui est sans précédent dans l'histoire des États membres de l'Union européenne. Nous avons été parfois trop lents. Les problèmes étaient là, nous les contemplions, nous savions exactement ce qu'il conviendrait que nous fassions, mais les difficultés politiques dans certains États membres ont fait que nous ne pouvions pas décider avec la célérité que nous aurions eue. La démocratie, ça prend du temps, mais je préfère ce régime à bien d'autres. Si nous avions agi plus rapidement, les problèmes à résoudre auraient été moins graves. Et donc, insister sur la rapidité des décisions et se plaindre du fait que les décisions ne furent pas assez rapides a alourdi les efforts d'assainissement que certains pays ont dû faire. Assainir les budgets pour regagner la confiance des marchés financiers, ça c'était le message. Mais la faute était, on n'assainit jamais un budget sans croissance et sans emploi. C'est la faute des gouvernements. Une monnaie ne peut pas être responsable pour quelque chose. Ce sont les hommes et les femmes qui décident. Un traité imparfait, si la volonté de faire de ceux qui ont pour charge de l'appliquer est parfaite, le traité imparfait deviendra un traité parfait dans la pratique. Il faut muscler davantage le gouvernement économique de la zone euro. Il faut voir dans quelle mesure la coexistence que nous organisons en tant que 18 pays au sein de la zone euro ne mérite pas une harmonisation fiscale plus poussée, notamment en matière de fiscalité d'entreprise. Une monnaie ne peut jamais survivre sans l'appui des citoyens. La stabilité de notre monnaie dépend de la stabilité de notre économie. Notre économie dépend de la victoire dans la lutte contre le chômage. Voilà, tous ces thèmes, on va évidemment en parler. Première question pour entrer dans le débat, peut-être assez rapidement à vous quatre. Est-ce qu'on peut dire, parce qu'on a quitté le film au moment où Mario Draghi, le sauveur, arrive et d'une certaine manière sauve l'euro, est-ce que l'euro, aujourd'hui, est sauvé? Guillaume Clossat.
Ce qui est très intéressant dans le film, c'est qu'on voit que la crise de l'euro, c'est pas seulement la crise de l'euro, c'est la crise du système européen. C'est une crise de capacité de décision. On voit que les leaders ont du mal à décider. Une crise d'analyse. On n'est pas capable de dire ce à quoi on a à faire face. C'est une crise de perspective de croissance. Et en vérité, dès 2000, on sait qu'en 2010, il n'y aura pas de perspective de croissance. Et donc, on est face à une crise économique inéluctable. Et ça, c'était pas lié à l'euro. Donc là, il y a un autre élément. Et puis, c'est une crise démocratique. C'est-à-dire que on est amené à prendre rapidement des décisions qui s'appliquent aux citoyens sans demander leur accord, qui leur font violence et qui créent du populisme. Mais tout de même. Et alors, ce qu'on a fait, oui, par rapport à la... on a vu dans le film il y a aussi... Black Swan dans le film. Il y a un moment donné où on se dit... C'est le bord... Tout peut éclater. Mais l'euro peut mourir. Deux choses. D'abord, je pense que la monnaie, la monnaie en elle-même, elle a certes été menacée, mais pas tant que ça. Si vous regardez son cours... Le cours a été remarquablement stable et il y avait un besoin d'euros dans le monde parce que dans le monde, il n'y a que deux grandes monnaies. Il y a le dollar et il y a l'euro. Et les investisseurs ont besoin de diversité et donc l'euro comme monnaie n'a pas véritablement été menacé. Ce qui a été menacé, c'est l'éclatement du système européen, l'éclatement du système politique européen. Ça, véritablement. Et on a vu aussi au début du film qu'on avait fait l'union monétaire, mais on n'avait pas donné les conditions de succès qui était la régulation. Voilà, là, on a fait du chemin, on l'a vu. Et là, on a fait beaucoup de chemin. On a mis une architecture bancaire, si on vous comprend un mécanisme de solidarité. Donc, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. D'accord, l'euro. C'est vraiment pas suffisant. L'euro est sauvé, mais d'après vous, il n'a pas vraiment été mis en danger. Il faut continuer à le réparer. Non, Benjamin Coria. Le système européen a été vraiment mis en danger. Mais pas l'euro. Benjamin Coria, l'euro est sauvé aujourd'hui ? L'euro se porte comme tel pas si mal. Hein. Par contre, la zone euro, et donc la construction institutionnelle qui rend possible l'euro, ne va pas beaucoup mieux. On a beaucoup entendu dans le film, ou en entendant messieurs Schulz et Juncker, le temps, si on avait fait plus vite, etc. Comme si c'était une responsabilité des politiques qui ne sont pas allés assez vite. Non, c'est pas ça. Regardez la constitution de l'euro. La constitution de l'euro, c'est article 123, clause de non-solidarité. Au cas où un pays a des difficultés, il doit se débrouiller toute seule. Constitution de l'euro, c'est la BCE est interdite d'acheter de la dette publique. Donc, ce temps que les politiques, je ne veux pas épargner les politiques et leurs fautes, hein, mais ce temps que les politiques ont pris était imposé par la constitution de l'euro, qui était viciée. Comment pouvait-on imaginer constituer une zone euro en introduisant une clause de non-solidarité entre les pays? Et aujourd'hui? Bien. Aujourd'hui, il y a certaines choses qui ont commencé à être faites. Ça m'a amusé, hein, il faut que je le dise, ça m'a amusé d'entendre Juncker parler d'harmonisation fiscale, hein, quand on sait le rôle du Luxembourg. Il y a du chemin à faire. Quand on sait le rôle du Luxembourg. Bon, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Donc il y a des choses qui ont été faites dans la bonne direction, mais il y a des choses qui ont été faites dans la très mauvaise direction. En particulier le traité budgétaire, hein, le traité de stabilité, de croissance et de gouvernance, le TSCG, qui, au lieu d'enregistrer ces failles de construction de la zone euro et y porter remède, les durcit. C'est-à-dire que on passe de 60% 3% à 60% 0% de déficit budgétaire. Ça veut dire que ce qui a échoué est reconduit sous forme de règles d'or de manière encore plus stricte. Voilà pourquoi je reste pessimiste sur le fait que l'euro va pouvoir survivre. Mathilde Lemoine, l'euro est sauvé? Oui, l'euro est sauvé dans la mesure où aujourd'hui, le monde entier, les investisseurs du monde entier ont envie d'acheter de l'euro à nouveau. Parce que les investisseurs considèrent que l'euro ne va pas exploser et que la zone euro ne va pas exploser. Donc ça, c'est nouveau. Et pourquoi désormais les investisseurs ont cette confiance dans la monnaie, ce qui est de mon point de vue nouveau, parce qu'ils considèrent que cette zone euro ne va pas exploser. Et c'est parce que les gouvernements européens ont montré qu'ils étaient prêts à tout, y compris à perdre de leur pouvoir national, de leur souveraineté pour sauver l'euro. Et ça, c'est la vraie nouveauté de la crise. C'est-à-dire que... Donc, ils ont mis du temps, mais ils ont réussi à le faire. Et qu'on sait que l'euro a du mal à fonctionner, ce qui fait que la croissance est moins forte en Europe qu'en dans les autres pays, dans les autres zones du monde, parce que l'euro est inachevé. Et dans cette crise, les Européens, les gouvernements européens ont montré qu'ils étaient prêts à lâcher en matière de souveraineté budgétaire, par exemple, ou souveraineté bancaire, parce qu'ils croyaient tellement en l'euro
qu'ils étaient prêts à le faire. Et ça, je crois que ça a convaincu l'ensemble du monde entier, y compris les Américains, qui sont toujours extrêmement critiques face à notre monnaie. Philippe Villain, l'euro est un survivant qui se porte bien ? Pas du tout. L'euro n'est absolument pas sauvé, heureusement. J'ai toujours été avec quelques grands universitaires qui soutenaient notre combat opposé à l'euro. Pourquoi ? Parce que faire une monnaie unique dans une zone économiquement aussi variée, c'est comme, si je prends un exemple concret, mettre la même température dans une ferme. Une ferme, dans la cour, il fait 7 degrés. Dans l'étable, 12. Dans la cuisine, 18 degrés. Dans la chambre du nouveau-né, 22 degrés. Ça veut dire que l'Allemagne peut vivre avec une monnaie forte, pas le Portugal. Lorsqu'on met tout le monde ensemble, ce qu'on a fait il y a 10 ans, on fait crever tout le monde, sauf les pays d'Europe du Nord, l'Allemagne en tête, pour laquelle l'euro a été taillé sur mesure. Ça a été l'erreur de Mitterrand, on y reviendra, qui pensait sauver l'ancrage de l'Allemagne en Europe, en créant l'euro, et qui en réalité conduit à l'éclatement de l'Europe. Moi je suis profondément européen, mais une Europe à l'anglaise, où chacun garde sa monnaie. Pardonnez-moi, dans les années d'euphorie qu'on voit dans le film, est-ce qu'il n'y a pas un phénomène de rattrapage des économies du Sud qui convergent un peu vers les économies du Nord ? Il y a la ruine des économies du Sud qui, grâce à l'euro, à cause de l'euro, perdent peu à peu leur compétitivité. Est-ce que les téléspectateurs savent qu'en France, en 2000, on produisait, par les constructeurs français, plus de 3 millions de voitures. L'année dernière, on en a produit 1,5 million. Elles ont été remplacées par des voitures allemandes, car la France a toujours su faire des voitures. Elle faisait des petites voitures que nous vendions aux Allemands. Les Allemands vendaient en France des grosses voitures. Depuis, nous ne vendons plus rien. PSA a failli faire faillite et n'est pas sauvé. Et Renault a progressivement fermé ses usines en France, parce que le patron de Renault, qui est un homme très intelligent, europhile, mais visionnaire à l'époque, Louis Schelzer et son successeur, ont su qu'on ne pourrait plus faire de voitures en France. Alors là, on arrive à un débat intéressant aussi. C'est en quelque sorte, est-ce que l'euro a bon dos ? C'est-à-dire, et c'est ce qu'on entend souvent, est-ce que tous nos péchés sont dus à l'euro ou est-ce qu'ils sont dus parfois à nous-mêmes, notamment dans le cas français ? Guillaume Clossard. C'est très intéressant l'exemple que Philippe Villain a pris, qui est l'exemple de la désindustrialisation. L'euro est très largement responsable. Alors, ce qui est très intéressant, et j'en ai discuté avec... Les enfants iront travailler en Allemagne demain, ça sera leur projet, et les propriétaires de logements en province les mureront parce qu'il n'y aura plus d'habitants dans les villes de province. Ce qui est bien, c'est que M. Villain pense déjà à l'avenir de mes enfants, je vous en remercie. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que la France est en effet un des pays qui s'est les plus désindustrialisés en Europe, et les Américains, qui ont une monnaie qui s'appelle le dollar, ont vécu une désindustrialisation qui est très comparable à la désindustrialisation. Mais c'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Ils sont à peu près au même niveau d'industrialisation que la France, alors que des pays comme... Regardez l'état de l'automobile américaine. Vous pouvez me laisser parler, Monsieur Villain ? Oui, vous dites des sottises. Allez-y. Vous pouvez me laisser parler. L'état de l'automobile américaine, il est pas merveilleux. Elle est repartie complètement. Oui, elle est repartie parce qu'il y a eu des combien de temps ? Non, il faut il y a eu des restructurations. Attendez, laissez finir Guillaume Clossard, et après vous répondrez. Laissez-moi finir, vous m'excusez ? Les ouvriers de PSA qui ont été licenciés, tous les sous-traitants qui perdent leurs emplois, et je ne suis pas le péniste, ils vous demanderont des comptes un jour. Non, mais vous êtes totalitaire. Finissez votre raisonnement, Guillaume Clossard, s'il vous plaît, allez-y. Juste rappeler quand même que l'Europe reste la première puissance industrielle mondiale, que en Europe, il y a de très grandes économies industrielles. Certes, c'est l'Allemagne, certes, c'est les pays nordiques, c'est la République tchèque, c'est de plus en plus la Pologne, que l'Italie reste un grand pays industriel, plus industrialisé que notre pays, et que c'est pas forcément non plus un hasard. Notre pays a le même taux de chômage en 83, en 93 et en 2013. Est-ce qu'en 83, il y avait l'euro ? Je ne crois pas. Benjamin Correa. La question qu'il faut se poser par rapport à la désindustrialisation, par rapport à toutes ces questions, c'est quelle est la part qui revient à l'euro ? Quelle est la part qui revient à la déréglementation financière ? Quelle est la part qui revient à l'ouverture internationale tout court, avec ou sans euro ? J'aurai l'occasion d'y revenir dans ce débat. La grande question, avec ou sans euro, c'est la concurrence fiscale, c'est la concurrence sociale, c'est le fait qu'on a des situations dans lesquelles... Entre États européens, vous voulez dire, ou avec d'autres pays entre États européens comme et entre des États européens et des États non européens. Bon, par exemple, en matière d'impôt sur les sociétés, l'Irlande est à 12%, pendant que la France ou l'Allemagne sont autour de 36%. Bien.
On va, c'est davantage, oui, mais il y a aussi un grand nombre d'entreprises du CAC 40 qui en payent beaucoup moins. Mais l'euro spécifiquement n'est pas forcément le responsable, c'est ce que vous dites, Benjamin Coria. Non, mais on peut pas. Non, je réponds simplement à Monsieur que on peut pas se référer à un taux nominal, sachant que les grandes entreprises de ce pays payent 8% au lieu de 36%. Mais revenons à l'euro. C'est l'euro n'est pas forcément responsable, c'est ce que vous dites. Je dis que l'euro n'est pas seulement responsable parce que, pour la raison que la situation de déréglementation et d'ouverture dans laquelle on est met en compétition avec ou sans euro et tire vers le bas. Et donc la grande question qui nous est posée, c'est comment peut-on marcher vers de l'harmonisation sociale, vers de l'harmonisation fiscale? Je rêve pas, mais diminuer certains écarts. Euro ou pas euro, on est d'accord. Euro ou pas euro. Et j'ai la faiblesse de croire, en tout cas c'est le point de vue que je défends, que à l'intérieur de la zone euro, en utilisant les mécanismes dont on dispose, il devrait être possible de progresser vers une meilleure harmonisation plutôt que imaginer progresser vers ces harmonisations en se tirant les uns contre les autres. D'accord. Mais vous ne dites pas l'euro nous a désindustrialisés, comme le dit par exemple Philippe Villain. Non, je dis que là, il faut regarder de manière périodisée. Je dis qu'il faut regarder de manière périodisée. Pendant toute une période, l'euro n'est responsable de rien du point de vue de la désindustrialisation. Incontestablement, à partir d'un certain moment, les choses ont dérapé. Et effectivement, l'écart de compétitivité s'est creusé de telle manière que, avec un taux de change unique, qui pour nous, Français, est au-dessus de nos moyens, il n'y a aucun doute là-dessus, et il faudra trouver un moyen, une réponse à ça, on en parlera tout à l'heure. À ce moment-là, oui, l'euro a joué un rôle pour accélérer la désindustrialisation. Mathilde Lemoine, l'euro est un bouc émissaire de nos propres problèmes, ou l'euro a tout de même une responsabilité parce qu'il nous met de facto davantage en concurrence, par exemple? Oui, l'euro a une responsabilité parce que l'euro est trop élevé, en particulier pour les entreprises françaises qui ont eu l'habitude d'exporter beaucoup grâce à des prix faibles. Et donc, de fait, elles se retrouvent particulièrement pénalisées parce qu'elles ont choisi plutôt d'être compétitives sur les prix que d'être compétitives sur la qualité ou de répondre à une demande ou comme par exemple le fond d'autres pays comme l'Italie. Si on ne veut pas comparer à l'Allemagne, on peut comparer à l'Italie qui a choisi une spécialisation particulière avec des biens haut de gamme, technologiques, par exemple, même dans les biens de consommation. On peut parler des robots ménagers, on en connaît des très sophistiqués, très design italiens qui sont exportés dans le monde entier. Et quel que soit le niveau de l'euro, ils arrivent à exporter. Or, les entreprises françaises, en moyenne, bien sûr, il y a toujours des exceptions, ont elles choisi, oui, mais sans parler, prenons l'industrie, elles ont choisi plutôt d'être compétitifs sur les prix. Et c'était déjà le cas dans les années 60, puisque Raymond Barre, à l'époque où il était à la Commission européenne, se plaignait que les industriels français trouvaient que le franc était trop élevé et que c'était insupportable et qu'il fallait qu'ils apprennent aussi à répondre à une demande plutôt qu'à jouer sur les prix. Donc, vous voyez, c'est une histoire. C'est à nous de jouer, c'est ça que vous dites, sur le positionnement de nos produits. C'est une histoire qui est longue et qui ne dépend pas seulement de l'euro. Une fois qu'on a dit ça, il est vrai qu'il y a certains problèmes structurels de l'économie française. Je pense en particulier au fait que les salariés peu qualifiés ne soient pas formés, donc n'aient pas les capacités à changer d'entreprise ou de secteur quand la mondialisation fait que certains secteurs deviennent obsolètes ou qu'on préfère importer certains produits. Ça n'a rien à voir avec l'euro. C'est un choix de politique économique qui a été fait depuis 30 ans, qui fait qu'on laisse volontairement les salariés peu qualifiés sur le bord de la route plutôt que de faire des politiques de formation qui sont adaptées à ces salariés. Donc je crois qu'il y a du vrai, puisque l'euro, c'est son niveau qui est trop élevé pour l'entreprise, les industries françaises, mais on a tout à fait les moyens de faire autrement, et c'était le pari européen et c'était le pari de l'euro. Daniel, une petite synthèse peut-être là-dessus. Moi j'aurais voulu réintervenir, si vous permettez, sur la désindustrialisation. Non. Il faut comprendre deux choses. Le niveau de l'euro a été calé pour qu'il soit avantageux pour l'Allemagne, c'est-à-dire plus faible que n'aurait été le mark, mais à un niveau suffisant pour bien vendre ses produits et permettre aux vieux Allemands de vivre de leur rente. Personne ne peut dire aujourd'hui que l'économie espagnole, l'économie portugaise, l'économie française peut vivre avec un euro qui est en permanence entre 140 et 150 cents de dollars. Ça ne marche pas. Ça aboutit à ce que, par exemple, notre production aéronautique soit dépréciée. On ne peut pas vendre autant qu'on vend. On a un manque à gagner au niveau de l'euro. Airbus bat des records de vente par rapport mais on à gagne Boeing. beaucoup moins ce qu'on gagnerait. Et on est obligé de fabriquer toute une partie de l'Airbus aux États-Unis et au Mexique. Parce qu'on ne peut plus le faire en Europe. Bon, laissez-moi terminer mon raisonnement. Daniel nous dira un mot quand même. Second point.
Ça, c'est le problème du niveau global de l'euro. Et on pourrait dire on va faire baisser l'euro. Mais on ne pourra jamais. Les Allemands ne voudront pas. C'est un pays de vieux qui est attaché à sa rente et qui ne fera jamais baisser l'euro. Quel rapport? Expliquez-nous simplement, là, pour qu'on comprenne bien, le rapport entre une démographie peu dynamique avec une pyramide des âges et beaucoup de personnes âgées et un euro fort. L'Allemagne avait une industrie exceptionnellement plus forte que la France et l'Espagne et le Portugal n'avaient pratiquement pas d'industrie lorsque l'euro s'est créé. Bon. Donc l'Allemagne, grâce à la dévaluation structurelle que représente l'euro pour elle par rapport à la valeur du mark, a pu prendre des parts de marché à la grande exportation et également en Europe, on va y revenir. Nous avons quelques secteurs fortement exportateurs. L'aéronautique, les industries de défense, le nucléaire, un peu de luxe. Il ne faut pas surestimer le poids du luxe français. Pratiquement tout est chez LVMH et c'est très bien comme ça, mais pour le reste, c'est pas si grand que ça. Au total, donc, le niveau de l'euro s'est traduit pour nous par un manque à gagner incroyable, par des fermetures très nombreuses. Bon. Et après, il y a le problème interne. La monnaie unique, ça veut dire qu'on n'a pas de possibilité d'ajuster nos bêtises. L'euro n'est pas responsable de tout. La France est très mal gérée depuis une trentaine d'années. Bon, il y a trop de fonctionnaires, trop de dépenses publiques, trop peu de formation des jeunes. Donc l'euro n'est pas responsable de tout. Si d'ailleurs on faisait sauter l'euro, pourquoi vous dites qu'il ne nous permet pas d'ajuster, de corriger nos bêtises? Parce qu'avant, lorsque la France dérapait en salaire, elle faisait une dévaluation. Et la dévaluation permettait de nous rendre compétitifs. En 58, le général de Gaulle, lorsqu'il a pris le pouvoir, a fait une dévaluation. Aujourd'hui, il n'y a plus de dévaluation. Ça veut dire qu'il faut que les gens partent. Ça n'a jamais été dit aux citoyens. Si l'euro continue, l'Espagne, le Portugal et la France se videront. Moi, je n'ai pas d'enfants, je suis homosexuel, c'est connu. Mais les jeunes, vos enfants, iront travailler en Allemagne. L'Allemagne avait inventé le STO il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, l'euro entraîne l'envoi des jeunes en Allemagne. Pour les rapprochements historiques dont on vous laisse la responsabilité. Daniel, vous dites un mot. Juste quelques mots. D'abord, je crois que Benjamin Goria disait très bien, il faut périodiser tout ça. Quand l'Allemagne et la France et l'ensemble des pays de l'euro forment l'euro en 1999, l'Allemagne, on le voit dans le film, est malade. L'Allemagne a un déficit de sa balance commerciale en 2001, et la France a un excédent. Pourquoi? Parce que, en effet, l'Allemagne, au cours de la période, a perdu environ 10% de compétitivité prix au cours de cette période, ce qui montre que c'est important. Même l'Allemagne, pays extraordinaire s'il en est, 10% de prix plus élevés qu'ils ne sont, ça met sa balance des paiements en déficit. Alors, qu'est-ce qui se passe dans les années 2000? Je crois que le film essaie de le raconter. Il se passe deux choses, ou trois même d'ailleurs simultanément. D'abord, en Allemagne, il y a le choc Schröder, qui n'a d'une certaine façon rien à voir avec l'euro. C'est une véritable réorganisation de l'appareil industriel allemand et notamment, je crois que le film le dit aussi très bien, mais là tous les économistes à peu près concourent à ça, une réabsorption par l'Allemagne de tout un ensemble de producteurs en République tchèque, en Slovaquie et en Pologne, qui fabriquent aujourd'hui à peu près la moitié de l'industrie allemande. Elle est en réalité pas dans l'euro, hors les murs, et c'est cette zone tout près, à quelques heures de camion de l'Allemagne, qui explique la réorganisation industrielle. Euro ou pas euro? Euro ou pas euro, ce phénomène-là se serait produit, et d'une certaine façon, c'est d'abord et au premier ordre ça qu'aujourd'hui les autres Européens subissent. Oui, parce qu'il y a un pôle industriel, un hinterland industriel qui s'est fabriqué autour de l'Allemagne, auquel les autres pays doivent réagir. Pourquoi le Portugal a baissé, a décliné au cours de cette période? Parce qu'en effet, le Portugal commençait, avec l'Espagne aussi, d'une certaine manière, à servir de base arrière à l'industrialisation des pays à leur nord, et l'émergence soudaine de tous ces pays dans le périmètre industriel, je viens l'euro, dans le périmètre industriel de l'Allemagne a totalement changé la donne, et je pense que ça c'est le phénomène au premier ordre. Maintenant, absolument, l'euro nous interdit de dévaluer par rapport à l'Allemagne, au Deutschmark s'il existait encore, comme sans doute, dans une circonstance comme celle où on est maintenant, on l'aurait fait. Mais il faut là encore revenir sur que veut dire une dévaluation. Il ne faut pas non plus dire la dévaluation c'est le coup de baguette magique. Une dévaluation, ça veut dire en un mot baisser le salaire relatif des Français par rapport à ceux des Allemands. Ça se fait de manière inodore, mais pour que ça marche, il faut que ça se passe. Là, il y a des dizaines d'études qui montrent bien qu'il y a beaucoup de dévaluations qui se terminent en fumée inflationniste. Celles qui réussissent sont celles qui en réalité s'appuie sur de la modération salariale au moment où ça se fait. Alors une fois, Daniel, est-ce que ça ne nous a pas réussi pendant des années ces dévaluations? Ça nous a réussi parfois, et parfois ça ne nous a pas réussi. Ça réussit quand en effet le général de Gaulle fait une méga dévaluation accompagnée de toute une série de mesures de purge budgétaire. Pour ceux qui pensent qu'on aurait intérêt à avoir une monnaie plus faible, on entend beaucoup dire que la sortie de l'euro est impossible.
est-ce qu'elle est vraiment impossible? Est-ce que ce serait la catastrophe dont on parle si souvent en ce moment? Écoutez, je veux bien m'exprimer là-dessus parce que je vais dire des choses qui, je pense, sont raisonnables, hein, très honnêtement. Elle n'est pas prévue. Parce que jusqu'à présent, c'était pas raisonnable. Non, parce que c'est un sujet très polémique. Voilà, et je vais essayer de ne pas être polémique. C'est uniquement dans ce sens-là. Hein. D'abord, elle n'est pas prévue, donc il y a une vraie difficulté. Néanmoins, on peut tout à fait imaginer qu'un pays décide de sortir, se trouve dans l'obligation de sortir. La chose que je voudrais dire, c'est la suivante. Il est clair, alors je ne veux pas simplifier les choses, il est clair que ça sera à haut coût. Et d'ailleurs, les partisans de la sortie de l'euro admettent que c'est à haut coût. Mais il faut leur concéder, hein, à ces partisans dont je ne suis pas, que lorsqu'on est arrivé à la situation de la Grèce, au chaos général dans lequel on est, pas loin de la situation qu'on a en Espagne ou au Portugal, un coût supplémentaire est tout à fait envisageable. Voilà. Bon, donc je ne suis pas favorable à la sortie de l'euro, mais il faut pas. Moi, je suis pas favorable, et je dirai pourquoi. Mais il faut pas brandir la menace du chaos, parce que le chaos dans un certain nombre de pays, il est là. On raisonne comme si on était tout seul. Et comme si la dévaluation, c'était une solution, comme si les autres pays dans le monde ne continuaient pas à progresser, ne continuaient pas à avoir de la croissance. Et ce que ça veut dire quand on dévalue, c'est qu'on s'appauvrit relativement aux autres. Donc oui, on peut sortir de l'euro, mais ça veut dire qu'on va s'appauvrir relativement aux autres. Or, on importe beaucoup de produits, ça représente une part importante de notre produit intérieur brut. Et donc, d'abord, ça vous appauvrit. Parce que tous les biens que vous achetez, j'imagine que vous achetez beaucoup de biens technologiques, ça va être beaucoup plus cher du jour au lendemain. Donc votre pouvoir d'achat va diminuer d'environ 20 à 30% du jour au lendemain. Mais ce qu'on vend, en revanche, c'est moins cher. C'est tout de suite. Et pour que ça crée justement quelque chose de positif, il va falloir que vous puissiez exporter beaucoup plus. Et donc pour ça, il suffira pas simplement de jouer sur votre compétitivité coût. Il va falloir aussi exporter des biens qui sont demandés par le monde entier. Donc ça veut dire que de toute façon, il va falloir réfléchir à comment vous refaites une politique industrielle pour soutenir et créer de nouveaux secteurs qui apparaissent. Parce que l'industrie automobile a été évoquée par Philippe Villain, mais la crise de l'industrie, la crise de l'industrie automobile, elle a débuté avant la crise financière. La production industrielle automobile a commencé à baisser en 2004-2005, avant la grande crise. Pourquoi? Parce qu'ils se sont trompés de stratégie. Ils se sont trompés de stratégie. Et on le voit bien, ils ont une stratégie, ils ont fait des erreurs stratégiques et aujourd'hui, c'est ça que le gouvernement français essaye de corriger en leur apportant leurs aide. Mais j'ai une autre question à vous. Donc c'est ça aussi la réalité. Donc on peut faire des plans sur la comète théorique, etc. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas tout seul au monde. Est-ce que vous êtes en train de nous dire, Mathilde Moine, qu'on ne s'en sortira que si on devient, pardonnez-moi l'expression, des Allemands en quelque sorte? Pas du tout. Si on imite l'Allemagne? Non, pas du tout. Je pense qu'on va s'en sortir si on arrête de croire qu'il suffit de baisser les salaires ou de dévaluer pour repartir. Il faut aussi faire en sorte qu'il n'y ait plus des milliers de jeunes par an qui sortent du système scolaire sans rien. Ben oui, mais c'est quand même la réalité de notre avenir commun à tous. Donc, il y a cette question-là qui est une question extrêmement importante pour notre avenir. Et aussi le fait que, justement, comme on a une politique industrielle qui est totalement défaillante, tous les 10 ans, on fait le constat que certains salariés sont déqualifiés, déclassés, et plutôt que d'essayer de les former ou de leur apporter d'autres choses, on dit ils coûtent trop cher, il faut qu'on baisse leur salaire ou leur charge. Et donc et ça date pas de l'euro. Les années 90, c'était aussi exactement la même chose. Donc là, je trouve que l'euro a vraiment bon dos, et ça revient au débat précédent. Oui. Et je trouve que c'est un peu abusé de croire que c'est à cause de l'euro que l'industrie automobile française va mal. Moi, je ne souhaite pas qu'on sorte de l'euro, je veux qu'on détruise l'euro. J'ai donné plusieurs fois dans les journaux, on tape mon nom sur Internet, vous verrez ce que j'ai écrit, c'est un peu long. C'est un peu la même chose, si on sort de l'euro, de fait l'euro est mort. Si un grand pays sort de l'euro, la France ou l'Italie, l'euro explose. Il faut d'ailleurs que l'euro explose techniquement. Un bon démontage de l'euro, ça passe par une crise de l'euro. L'euro baisse à ce moment-là, ce qui fait que les dettes qui resteraient libellées en euros, que ce soit pour les grandes entreprises qui ont émis des obligations ou pour les États, seraient référencées sur un euro beaucoup plus faible. Donc si je devais organiser l'explosion de l'euro,
si j'avais la charge de mon pays, je ferais en sorte de provoquer une crise avec l'Allemagne. Je l'ai écrit dans une lettre à Matteo Renzi, puis en Figaro il y a 3 semaines. Je l'ai écrit à Nicolas Sarkozy plusieurs fois pendant son quinquennat. On provoque l'Allemagne, on dit aux Allemands, est-ce que vous êtes prêts à aller vers une Europe fédérale, que moi je ne souhaite pas personnellement, avec des 10% du PIB de l'Europe du Nord consacrés structurellement en permanence à l'Europe du Sud, où vous assumiez la responsabilité de l'émission des dettes pour tous les pays avec la classe moyenne, une Europe fédérale. Il dirait non. Madame Merkel dira nein, nein. À ce moment-là, c'est ce que je suggérais à M. Renzi, de manière, et que j'ai suggéré à Manuel Valls pour son discours d'investiture. On sort sur le parvis de la chancellerie, on dit j'ai demandé à Mme Merkel si elle était prête à aller vers une Europe fédérale, avec des transferts massifs et structurels. Elle a dit non. Dans ces conditions, je ne suis pas d'accord avec elle, nous avons un problème. L'euro baisse à ce moment-là. On ne peut pas durer très longtemps. Le coût de la dette monte dans mon pays, si je suis le Premier ministre français ou le Premier ministre italien. Une crise est provoquée, et à ce moment-là, l'euro explose. Un week-end, chacun reprend ses billes. L'euro qui était à 1,50 est à 1,20, 1,18 à ce moment-là. Il n'y a aucun problème technique à organiser le démontage de l'euro en un dimanche. Le dimanche soir, je l'ai écrit dans le Figaro Magazine il y a 1 an, j'avais écrit un faux discours de Hollande post-sortie de l'euro. Le président est à la télévision. Il dit « J'ai décidé de faire exploser l'euro avec mes collègues européens. Demain matin, le franc aura cours légal. Le franc vaudrait aujourd'hui 110 cents de dollars. Le mark 170 cents. » Immédiatement, l'économie française est revigorée. Immédiatement, formidablement. Une grande partie de notre dette n'est pas libellée en euros, et donc elle est libellée en francs. Celle qui est libellée en euros, on a un écart entre 110 et 125. Techniquement, même avec l'actuel gouverneur de la Banque de France, que je n'apprécie pas particulièrement, je sais organiser la disparition de l'euro en un week-end. Est-ce que l'euro peut survivre aujourd'hui sans qu'on progresse vers un gouvernement économique européen, autrement dit, qu'il y ait des abandons de souveraineté sur la politique économique et la politique budgétaire? Est-ce qu'il peut survivre aujourd'hui sans qu'il y ait un nouveau progrès, un nouveau pas dans cette construction commune? Guillaume Clossat. Revenons à votre reportage parce qu'il était très intéressant. On voit que la volonté de lancer l'euro est une volonté française et c'est une volonté de faire l'Europe. Et que l'euro tel qu'il a été fait en 92 était bancal et tout le monde le savait. Et moi je me rappelle du débat et un des arguments de Philippe Séguin était de dire mais si on le fait, il faut le faire complètement. Et la réalité c'est qu'il faut le faire complètement. Donnez un exemple de ce que serait un pas en avant vers un gouvernement économique européen, pour tous ceux qui nous regardent. Un gouvernement, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait un chef qui soit élu et qui soit légitime et qu'il y ait un parlement ou une commission de la zone euro parlementaire qui fasse que les décisions qui sont prises dans cette zone soient démocratiques. Un élément démocratique. Par exemple sur Alstom, par exemple sur notre budget. Il faut un budget commun. L'idée c'est qu'il faut un minimum de budget commun qui permette de compenser. Déjà un budget. Non, il est ridicule. Il est ridicule. Mais en gros, on sait que pour que ça marche, il faut entre 3 et 6%. Il y a un rapport. Minimum. 3 et 6%. 3 et 6%, c'est le rapport aujourd'hui. Werner, je crois, en 70 qui avait été fait. On sait qu'il faut plus, parce que si justement un pays a des problèmes, il faut pouvoir l'aider et lui apporter des mécanismes de compensation budgétaire qui lui permettent de se rétablir. Et donc, il faut lui donner du temps pour pouvoir financer ses pauvres, qui seront ruinés par la disparition de son activité. De pouvoir relancer son économie. Et donc, il faut de la solidarité. Mathilde Lemoine, on peut garder l'euro sans faire ce pas en avant? Non. Toutes les théories économiques de grands économistes dans les années 60 ont montré que quand il y avait une monnaie unique, donc l'euro, il faut que ça s'accompagne d'une coordination des politiques économiques. Une coordination, une Europe fédérale. Pour que ce soit plus clair, parce que vous demandiez des exemples concrets. Oui, des exemples. S'il vous plaît, Philippe Villain, vous parlerez après. Par exemple, une assurance chômage commune à tous les salariés européens, un contrat de travail commun à tous les salariés européens, une fiscalité commune à tous les pays européens. Et là, on a l'impression que vous parlez de quelque chose qui pourrait se produire dans 50 ans, ça paraît tellement loin. Pas du tout. Pourquoi? Parce que c'est ça qui est très intéressant dans ce qui s'est passé récemment. C'est que c'est vrai que les gouvernements européens ont montré qu'ils étaient prêts à tout pour sauver l'euro. Mais en même temps, parallèlement, ils ont dit on veut pas être trop dépendants les uns des autres. Et ils ont forcé, par exemple, les Espagnols à réduire leur déficit. Ils ont forcé aussi les Italiens à réduire leur déficit. Donc d'une certaine manière, ils ont pris la main déjà. Voilà, ils ont pris la main. 50% des jeunes Espagnols sont au chômage. Voilà de justement perdre de la souveraineté pour des décisions de politique économique. Et ils ont préféré justement imposer l'austérité qui est si décriée,
parce que ça leur empêchait de perdre la souveraineté en matière de politique économique. Et on a bien vu dans votre reportage extrêmement intéressant, depuis le début, c'est le pari qui est fait par les gouvernements, c'est qu'ils pensent qu'ils peuvent bénéficier de l'euro, parce qu'on a beaucoup parlé des problèmes, mais pas beaucoup de tout ce que ça apportait aux entreprises qui exportent, une stabilité de la monnaie, le fait de pouvoir justement aller d'un pays à l'autre. Et ils ont cru qu'ils allaient pouvoir bénéficier de l'euro sans aucune contrepartie. Et c'est ça le problème aujourd'hui auquel on est confronté. D'ailleurs, Daniel Cohen l'expliquait très bien dans les moments entre les reportages, voilà, dans les plateaux. Et je crois que c'est l'intérêt, entre guillemets, de cette crise qui est dramatique pour les populations européennes, c'est que on est allé plus loin dans la construction européenne. Sauf et que qu'on a le c'est peut-être notre sentiment, chance. pardonnez-moi, que les peuples soumis, entre guillemets, à l'austérité développent plutôt un réflexe anti-européen. Exactement. Sauf que le problème, c'est que l'austérité, alors, encore une fois, je l'explique, c'est vraiment le choix des gouvernements européens pour éviter d'avoir la même fiscalité, pour éviter d'avoir le même contrat de travail. Donc c'est un choix politique. Et malheureusement, la crise qui nous touche tous, elle est beaucoup plus profonde que la crise européenne. C'est une crise mondiale. Les émergents sont dans une situation difficile. La croissance chinoise ralentit. Et donc c'est aussi ça qui est difficile aujourd'hui. Mais vraiment, je crois que la chance, si on veut continuer à garder l'euro, c'est d'aller plus loin dans cette coordination. Il faut aller plus loin. Mais il ne faut pas indiquer que ce plus loin, c'est le monde des bisounours, c'est-à-dire que c'est le monde dans lequel il va y avoir une mutualisation complète, etc. Bon, parce que de toute façon, ça, on n'y arrivera pas. Mais pour parler clairement, il faut des abandons de souveraineté. Abandon de souveraineté. Oui, mais il ne faut pas le présenter de manière négative, parce que un peuple qui décide que un certain nombre d'attributs de ses pouvoirs sont mutualisés reste souverain. S'il décide ça, vous voyez, le jour où non, c'est pas du tout pro du Tuileries. Le jour où les chefs d'État, vous permettez, mais non, le jour où les chefs d'État européens décident d'installer les gens de Goldman Sachs à la direction de l'Italie, de la Grèce, etc. Alors là, oui, il y a des violations patentes de la souveraineté. Il n'y a aucun doute là-dessus. Très bien. Maintenant, le jour où les États européens décident que la Banque centrale a la possibilité de racheter de la dette publique sous certaines conditions. Il y a différents scénarios. Ce qui aurait évité la crise grecque, parce que la crise grecque en volume, c'est 3 fois rien. Ça veut dire que si à temps la Banque centrale européenne, comme toutes les banques centrales du monde, avait le pouvoir d'acheter des dettes primaires, ça durait 6 mois. Mais les Allemands trouvaient que c'était immoral, vous l'avez vu dans le film. Les Allemands trouvaient que c'était immoral, et surtout, les Allemands avaient le concept qu'il fallait que chacun réunissent les conditions de l'équilibre chez soi, alors que les Allemands bénéficient d'un avantage en termes de taux de change énorme. Mais je n'ai aucun doute là-dessus. Les économies européennes. Bon, c'est pour ça. Je voudrais finir. C'est pour ça qu'il faut aller vers de la mutualisation, mais en présentant cette mutualisation comme de la mutualisation possible. Par exemple, il a été question à un moment donné, au sein de l'Union européenne, de considérer que les excédents allemands porter préjudice à la zone euro et qu'il n'y a pas que les déficits, des excédents indécents obtenus en partie par le fait que l'Allemagne a une politique tout à fait non coopérative en augmentant ses salaires bien en dessous de la moyenne européenne. Madame Merkel a tué Alstom par la politique. J'aimerais pouvoir finir, monsieur. Allez-y, ne vous laissez pas perturber. Les excédents allemands, oui, pourraient être aussi sanctionnés. Donc les excédents allemands pourraient commencer par s'investir en Allemagne, simplement en Allemagne, pour assurer un débouché aux autres pays européens. C'est une forme de mutualisation. Il y a un certain nombre de règles qui doivent changer. J'en ai dit une. J'ai dit la BCE doit pouvoir acheter de la dette publique, sous certaines conditions, mais doit pouvoir l'acheter. Et ça changerait énormément de choses, parce que ça enlèverait la main des marchés financiers. Parce que ce que je trouve extrêmement déplaisant dans l'attitude d'un certain nombre de partisans de la sortie de la zone euro, c'est qu'ils veulent bien sortir de la zone euro, mais laisser la main à la finance. On n'a pas du tout avancé. Ben oui, c'est votre cas. Et on est en désaccord total là-dessus. Philippe Villain,
Est-ce que vous n'êtes pas pour l'euro, on l'a bien compris, mais est-ce que je peux quand même répondre à la question. Que vous pensez qu'il faut un saut dans la mutualisation pour je souhaite la mort et la mort la plus rapide possible de l'euro. C'est très clair. C'est sûr que la finance avec des États nationaux individuels, elle pourra jouer encore plus. Ensuite, si l'euro devait malheureusement survivre, il entraînerait la même ruine pour l'Europe du Sud, pour la France, puisque de toute façon, si la monnaie restait unique, l'activité allemande capterait de plus en plus, aspirerait le reste. Et les jeunes iraient peu à peu travailler en Allemagne, dans les pays où l'industrie serait de plus en plus forte, et il nous resterait une activité agricole et touristique à 20 ans, 25 ans. Daniel, vous avez la difficile mission de conclure ce débat et j'ai envie de vous poser une question pour vous amener à le faire peut-être. Est-ce que vous pensez que dans 10 ans, dans 20 ans, on refera ce même débat ? Si dans 10 ans on a le même débat, l'euro aura sauté, parce qu'une nouvelle crise comme celle qu'on vient de connaître dans les 10 prochaines années balayera les institutions qu'on a construites. Vous posiez au début, David, la question est-ce que l'euro est sauvé ? J'ai entendu dire qu'il n'avait pas été menacé. Je crois qu'il a été menacé. Quand les Italiens se sont retrouvés à payer sur leurs dettes plus de 7% et les Espagnols aussi, à ce moment-là, on pensait que le défaut italien était possible. Ce qu'on a fait avec la Grèce, le Portugal et l'Irlande, on n'aurait pas pu le faire dans le paysage institutionnel qui est le nôtre aujourd'hui, avec l'Italie et l'Espagne. Donc oui, à ce moment-là, l'euro a failli disparaître. Deuxième point. Nous parlons d'une crise industrielle sourde, latente, c'est très important. Mais la crise aujourd'hui, les 25% de chômage en Espagne ou au Portugal, c'est une crise financière. D'abord, les crises industrielles sont plus lentes et puis on peut réagir avec de la politique industrielle, avec des exonérations de charges. On a des instruments. Si c'est si brutal, c'est parce qu'on a vécu une formidable crise financière qui a fait que du jour au lendemain, les gouvernements ont été menacés de ne plus pouvoir refinancer leurs dettes et se mettre en cessation de paiement. Dans le film, on termine un peu sur un happy end en disant Mario Draghi a sauvé l'euro en franchissant le Rubicon qu'on lui avait interdit de franchir, à savoir racheter cette dette que normalement les traités rendaient impossible. Mais, pour se faire peur encore un peu, ça n'est pas tout à fait fini cette histoire. Ça n'est pas tout à fait fini. Il y a un recours constitutionnel contre l'action de Mario Draghi qui était menée en Allemagne. La Cour de Karlsruhe a dit je ne veux pas donner mon jugement avant que la Cour européenne de justice nous explique si c'est conforme au traité ou pas. Peut-être que dans un an, la Cour constitutionnelle, la Cour européenne de justice dira que c'est inconstitutionnel. Et là, on replonge. La crise repartira. Donc il y a quand même dans 10 ans, on sera... Alors c'est pas dans 10 ans, c'est dans 10 mois. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui restent à consolider pour qu'on puisse en effet se projeter dans 10 ans ou dans 10 jours si on est philippin. D'abord, consolider et s'assurer que le pouvoir que Draghi s'est donné, qu'on attend depuis longtemps, Zapatero à la fin du film le disait, mais si seulement il avait fait ça il y a 3 ans, la crise, il le dit du fond du cœur, aura été évité. Et je crois qu'il a raison. Si Draghi, au premier jour, était intervenu pour dire, ou triché en son temps, et qu'on l'avait laissé faire, il n'y aura pas de défaut des États européens parce que j'achèterais... S'il n'y avait pas eu la clause de non-solidarité dans le traité européen. Voilà, la clause de non-solidarité. Mais pardonnez-moi, est-ce que ça n'est pas le reflet, encore une fois, du souhait du peuple allemand? Et on dit ça dans les films, finalement, c'est les peuples. Mais ils se sont rangés à ça, Madame Merkel, je crois, au bout du compte, malgré tous ses défauts. Je n'aurais pas la preuve formelle, mais je crois qu'ils se sont téléphonés. Le représentant allemand au directoire a voté avec Draghi. Donc je pense que oui, cette chose-là, elle a compris, autorisé la Banque centrale à finalement intervenir, elle a racheté. Alors si c'est consolidé, Daniel, dans 10 ans, il peut se passer beaucoup de choses encore. On a parlé de l'union bancaire. L'union bancaire n'est pas faite en réalité. Il y a des mécanismes très compliqués. Si une grande banque française faisait faillite, on serait comme devant les États il y a 2 ou 3 ans. On ne saurait pas encore comment faire. Donc il y a l'Allemagne a gardé la gouvernance de l'essentiel de son système bancaire parce que seules les très grandes banques sont sous supervision européenne. Donc oui, cette crise financière à proprement parler est transitoirement fermée aujourd'hui, à l'heure où on parle, les taux d'intérêt, j'en parlais,
de l'Italie et de l'Espagne sont aujourd'hui inférieurs à 3%. Donc oui, on peut dire que la tempête est passée. Cette même crise peut rejaillir si Draghi ne peut pas agir, si une grande banque fait faillite avant qu'on se soit donné les moyens d'action. Mais si on va au-delà de cette crise et qu'on se projette, oui, bien sûr, on a vu qu'il n'y a pas d'exécutif européen. La raison pour laquelle cette crise a été interminable, c'est parce qu'il y a sans cesse des compromis à trouver. Il faut que le prochain président de la Commission européenne soit élu par le peuple, c'est-à-dire que ce soit la liste venue en tête qui désigne son tête de file comme président de la Commission. Je pense que ces étapes qui sont en réalité très faciles à franchir changeraient beaucoup de choses pour la dynamique des 10 prochaines années pour répondre à votre question. On reste sur un fil. Merci beaucoup à vous quatre d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup Daniel. Un merci aussi à Bernard Farou pour la réalisation, à Ted Anspac, Maya Yatagen qui ont bâti ce film avec nous, à Morgane Le Pivert pour le montage, à Lucie Pastor qui nous a tous tenus à bout de bras et à Fabienne Servan-Schreiber pour son engagement. Tout de suite, Alcaline, le MAG avec Jean-Louis Aubert. Vive la politique française ou européenne. Bonsoir.